accueillir Romain Moulin, CEO d'Exotech et cofondateur, ainsi qu'Alexandre Mordac, partenaire chez 360. Le temps de s'installer, on peut lancer la vidéo. Bonjour. Bonjour. Merci Alexandre, merci Romain d'être venu de Lille. Ça montre bien qu'il y a des sociétés, pas seulement à Paris. Bravo pour cette vidéo, parce que je trouve qu'elle donne du peps, vraiment. Un beau chemin parcouru depuis la première levée. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les enjeux de cette première levée en 2016 avec 360 et Briga? Ouais. Je vais peut-être avoir un petit mot sur ce qu'on fait dans la vidéo pour ceux pour qui c'était pas clair. C'est de la préparation. On va intervenir dans les entrepôts qui font de la préparation de commandes. Donc si vous passez une commande chez Leclerc, on a vu là de cosmétiques en e-commerce, ça va être préparé dans cet entrepôt. Ça va passer sur nos machines qui sont là pour améliorer la densité et la vitesse de préparation. Et Exotech a commencé par le petit robot qui monte et qui descend, le Skypod, et maintenant on fait beaucoup plus. On va jusque d'un bout à l'autre de l'entrepôt. Donc si on revient en arrière, on n'avait pas tout ça en tête. Quand on a créé Exotech, on est en 2016. Et avec Renault, on s'est dit on va faire monter un robot, Renault le cofondateur, on va faire monter un robot sur un rack jusqu'à 12 mètres de haut qui va apporter les éléments aux opérateurs. Amazon était les plus forts là-dedans. Ils avaient racheté une boîte qui s'appelait Kiva System et qui, vous avez déjà vu sûrement les robots Orange qui déplacent des étagères chez Amazon. On voulait simplement faire mieux qu'Amazon, en toute modestie, et arriver à stocker jusqu'au plafond. C'était ça l'idée de base, et c'était donc du hardware. Même s'il y a beaucoup de logiciels derrière, on était une start-up de hardware. On vendait des systèmes robotiques dans les entrepôts. Et le défi quand vous faites du hardware, c'est que c'est hyper cash burn parce qu'il faut sortir des prototypes de robots et un programme comme le Skypod, juste faire tous les protos et sortir le premier, ça coûte 3 millions. Et donc, vous n'avez rien à montrer à vos investisseurs quand vous allez les voir. Donc je pense que c'est ça le vrai défi du hardware, c'est de jouer avec la chronologie et d'avoir quelque chose à montrer aux investisseurs, tout en n'ayant pas cramé tout votre cash. Il faut savoir aussi que du coup, vous avez le droit qu'à un test. Du soft, vous le modifiez. Si vous êtes trompé sur le hard, c'est 3 millions, enfin pas 3 millions, mais allez, 1 million de plus pour tout rechanger. Donc on avait fait un prototype de robot qui se déplaçait au sol, et puis on avait surtout fait un beau PowerPoint où on expliquait notre CV et notre parcours, parce que c'est ce qu'on avait de meilleur à vendre. Et en même temps que ça, se jouait, on avait 0 chiffre d'affaires et on était en train de discuter avec ces discounts. Donc c'est un peu une chronologie assez fine à ce moment-là pour avoir quelque chose à montrer de palpable, en même temps pas avoir cramé tout son argent et en même temps commencer à attraper le premier client, et c'est ce qui s'est passé finalement à l'été 2016. Romain nous a bien décrit la situation. Qu'est-ce qui vous a poussé à investir du coup chez 360? Pas évident? Oui, pas évident effectivement. Enfin, comme Romain le rappelait, c'est du hardware, donc on sait tous que c'est pas forcément évident d'investir dans du hardware. Il y avait en plus une équipe qui était une équipe de primo-entrepreneurs, ce qui peut potentiellement faire un peu peur, qui était constituée exclusivement d'ingénieurs, parce que Romain est Super Hero et Renault les mines, et sans aucune expérience business derrière, donc voilà, c'était pas forcément très rassurant non plus. Et puis le proto dont Romain parlait, c'était quand même... C'était un petit robot qui déplaçait des packs de cristalline dans un sous-sol à Télécom, dans une pièce de 8 mètres carrés. Donc voilà, il n'y avait pas un gros effet waouh, on va dire. Malgré ça, on a quand même décidé d'y aller. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on avait quand même une super équipe qui avait une force de caractère, un niveau d'ambition, un niveau de volonté qui était suffisamment rare pour qu'on ait envie d'y aller. On avait une équipe qui avait bossé ensemble dans le passé, donc ça c'était vachement important pour nous. Ils s'étaient rencontrés chez BA System et ensuite ils avaient bossé chez General Electric Healthcare où ils avaient designé des robots médicaux. Donc pour le coup, il y a vraiment, il faut laisser aucune place au doute et c'est quelque chose qui nous avait beaucoup plu. Ils avaient mis en place déjà de très nombreux process
au stade du seed, quelque chose qui nous avait frappé dans la due diligence. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, on pensait que c'était la bonne équipe. Et après, évidemment, le produit qui était sur PowerPoint, effectivement, était sur le papier une tuerie. Donc ça nous a vachement plu. Et les ref calls qu'on avait fait avaient confirmé ça. Et le marché, on le connaît, c'est un marché, le sous-jacent du e-commerce, on va dire, c'est un marché énorme et en croissance. Donc évidemment, ça cochait finalement toutes les cases. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le risque. Comment on passe d'un beau PowerPoint à combien de robots actuellement en circulation? À l'heure actuelle, on a un petit compteur dans l'usine, 2230 robots hier, je crois, déployés dans le monde entier. Donc on peut parler de problématique de passage à l'échelle pour une boîte de hardware. Oui, encore une fois, une des caractéristiques du hardware, c'est qu'une fois que vous l'avez balancé sur site, c'est très très dur à modifier. C'est modifiable, mais c'est des coûts. Vous avez déjà vu ce que c'est un rappel quand les freins fuient chez Toyota. Ça leur coûte très cher. Donc une des principales choses déjà, c'est qu'Exotech est quand même beaucoup de logiciels. On va avoir tendance à remplacer la mécanique pour du logiciel, ce qui permet d'avoir une vraie souplesse. Mais en attendant, votre hardware, ce qui part sur site doit être vraiment nickel. Et j'ai envie de dire, si on avait monté cette boîte à 20 ans, on serait sûrement tombé dans beaucoup de pièges. Heureusement, comme tu le disais, on avait General Electric avant qui nous avait montré ce que c'est que d'envoyer des mémographes ou des scanners un peu partout dans le monde. Et au final, il faut bâtir une machine complète sur tout son cycle de vie jusqu'à la maintenance. Et en même temps, il faut que chaque machine sorte sans aucun défaut. Donc c'est une culture du test incroyable. Et donc on a mis vraiment cette culture-là en place dans la boîte qui est vraiment la culture du test. Vous ne pouvez pas dire que quelque chose marche si vous ne l'avez pas testé, si tous les tests sont pass. On dit almost pass if fail, c'est Exotech. Je pense que c'est ça en fait qui a fait qu'on a réussi à croître aussi vite sans s'écrouler sur nous-mêmes. C'est quand même, en effet, il faut être extrêmement rigoureux. Comment les fonds d'amorçage et même les fonds plus en général peuvent aider à la réindustrialisation de la France? C'est un sujet que tu tiens à cœur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur du hardware, parce que l'avantage du hardware, comme j'ai dit, une fois que c'est sur site, c'est pas modifiable. Nous, typiquement, une fois qu'on est sur site, on est critique pour tous nos clients. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Miracle. Ce qui fait qu'on a des énormes barrières à l'entrée. On ne peut pas copier aussi facilement du hardware. Et en plus, on a beaucoup de logiciels qui est invisible, qui c'est du secret industriel. Et la performance d'un système chez nous, on peut la doubler si on met les bons algorithmes. On parle beaucoup de hard, mais les machines, le superviseur qui contrôle tous les robots, s'il envoie le bon robot au bon moment chercher le bon bac pour le bon client, il va sortir 2 fois plus de flux. Donc, je pense au fond d'amorçage et c'est devenu quand même beaucoup plus courant. Ils sont de plus en plus persuadés que c'est un secteur porteur et qu'il y a des fortes barrières à l'entrée. Et comment on réindustrialise la France? Je pense que la clé est là. On peut pas faire un skateboard en France. Il n'y a pas assez les Chinois savent le faire pour beaucoup moins cher. Par contre, on est capable de faire des robots comme on fait avec une énorme couche logicielle au-dessus parce qu'ils ont une grosse valeur ajoutée. Et on peut le produire, nous on peut produire nos robots en France parce que la main d'œuvre c'est 10% du prix du robot, c'est des moteurs hyper chers, c'est des capteurs très avancés. Donc à partir du moment où on fait de la forte valeur ajoutée, je suis intimement persuadé qu'on peut faire du hardware en France et c'est ce que font très bien les Allemands et les Autrichiens. Tous nos compétiteurs, c'est des fabricants de machines allemands, autrichiens qui font du super boulot et qui font tout là-bas. Donc ravi d'être une clé de cette réindustrialisation. Merci Romain. Alexandre, en effet, historiquement, on a une certaine frilosité des VC sur le hardware. Est-ce que tu peux nous l'expliquer et peut-être la contredire, voilà, aussi donner les points positifs? Oui, je pense que Romain a déjà évoqué un bon nombre de ces aspects, mais effectivement, le hardware, c'est hardware is hard, comme on dit, c'est compliqué. C'est des cycles de développement qui n'ont rien à voir avec le software, parce qu'il faut faire des moules pour le cas d'Exotech, il faut sourcer, voire double, voire triple sourcer certains composants critiques, parce que si on en manque, on peut tout simplement pas fournir le client. Et donc c'est des cycles de développement qui sont extrêmement coûteux, complexes et longs. Et comme tu le disais Romain, si on a un problème au niveau du hardware alors que le robot est déployé dans des centaines de sites, on ne peut pas faire ça avec un patch software, il faut qu'on rappelle tout, il faut qu'on change tout, et donc c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je pense que ça fait peur à pas mal de fonds. Il y a également pas mal de coûts fixes qui sont liés typiquement à la construction des robots, parce que tu ne l'as pas mentionné, je crois, mais Exotech construit lui-même ses robots sur place, donc c'est des challenges additionnels. À l'inverse, et c'est ce que tu disais, c'est pas que du hardware que développe Exotech, loin de là. Je pense que même la composante software aujourd'hui est limite plus 70%. Voilà, c'est ça. Dans les effectifs, il y a beaucoup plus d'effectifs en soft qu'en hard. Et si on arrive à imbriquer les briques de soft et de hard pour faire des robots comme les leurs qui sont capables de fonctionner en flotte de plusieurs centaines de robots qui se croisent dans 3 dimensions, on crée des vraies barrières à l'entrée.
Et donc, en tant qu'investisseur, évidemment, on adore ça. Quand on arrive à investir dans un des leaders de demain qui a créé des grosses barrières à l'entrée, on sait qu'ils vont être durs à rattraper. Et donc, voilà, la prise de risque, finalement, paye. Je ne sais pas si on peut évoquer... Exotech, je pense que c'est l'une des rares boîtes de notre portefeuille qui a, 5 ans après, fait mieux que le BP qui nous avait vendu à l'époque en 2016. Je pense que c'est suffisamment rare pour être évoqué. Je ne sais pas si on peut rappeler l'historique de chiffre d'affaires, mais quand on est entré en 2016, on faisait 0. 2016, 0. 2017, 700 000. 2018, 7 millions. 2019, 22 millions. L'an dernier, 45 millions. Cette année, 105 millions. Voilà. Il faut continuer. Oh. Bravo à vous deux. Bravo. Merci Alexandre. Merci Romain. Merci.